Bonsoir pour cette seconde édition qui se veut pédagogique dans un mouvement mené par un esprit citoyen d'apport de l'information au plus grand nombre. Comme nous vous l'indiquions la dernière fois, nous allons aborder le sujet du wahhabisme, car il est à notre sens, à notre avis, le fondement, le socle idéologique de ceux qui nous ont pris pour cible. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, et encore moins les membres de notre concitoyenneté nationale de confession musulmane. Il faut être précis là-dessus. Alors, ce phénomène, si nous voulions le simplifier, pourrait se résumer à une expression qui sera largement entendue par le plus grand nombre, à savoir l'alliance du sabre et du goupillon. Nous avons côté goupillon l'imam Abdelwaheb, qui a vécu au XVIIIe siècle, et côté sabre, le prince Abdelaziz, Saoud, comme l'Arabie Saoudite, comme par hasard. Donc, pour faire simple, à cette époque, le prince Saoud cherche à étendre son hégémonie territoriale, sauf qu'il est entouré de musulmans, car il n'y a que des musulmans dans cette région-là du monde, à savoir la Mecque, Médine, Riyad, Taïf et l'ensemble de la péninsule arabique. Comment faire pour éliminer ses opposants politiquement sans passer pour un apostat qui tue des croyants? Il s'associe donc à l'imam Abdelwaheb qui a mis au point une idéologie qui consiste à traiter d'apostats ou d'associateurs tous ceux qui ne rentrent pas dans la droite ligne de sa pensée idéologique. Le seul crime en islam, et ce sera la seule assertion religieuse à ce propos, car il s'agit aussi d'étudier ce sujet, le seul péché en islam qui ne soit pas pardonné, est celui d'associer qui que ce soit ou quoi que ce soit à Dieu, dans un esprit de pureté. Cette idéologie a permis de dire que quelqu'un est un associateur à Dieu lorsqu'il compte sur son réveil pour la prière du matin. Ça peut aller aussi loin que ça. Cette idéologie est parfaitement adaptée à la volonté de conquête du roi Saoud de l'époque qui deviendra roi après 21 ans de combat. Et pour ne pas être traité de quelqu'un qui tue ses coreligionnaires, il s'appuie sur cette idéologie wahhabite qui peut sortir du champ islamique à peu près tout et n'importe qui. Les deux s'unissent et finissent par vaincre leurs ennemis et s'établir durablement au point qu'aujourd'hui l'Arabie s'appelle l'Arabie Saoudite, aux grandes dames de la plupart des autres Arabes du coin qui ne sont pas issus de ce clan. Il y a des travaux très sérieux sur la question, notamment de Mathieu Guidère, auquel je renvoie nos auditeurs. Il y a également le juge Trévidic, dont on ne peut pas taxer de prise de parti puisqu'il était juge antiterroriste à la Galerie Saint-Éloi du TGI de Paris en charge de la lutte contre le terrorisme pendant 10 ans. Il connaît parfaitement le sujet. Il s'est exprimé à la télévision là-dessus et je souscris, valide l'ensemble de ses propos à la virgule près sans rien y retrancher. Nous avons également Alain Bauer dans un autre genre qui aussi arrive à faire une analyse très correcte du phénomène. Nous avons le général Tauzin qu'on ne pourra pas taxer d'être antinational, qui lui aussi désigne clairement notre ennemi, à savoir cette idéologie wahhabite, car encore une fois, celle-ci ne concerne qu'une minorité de musulmans, mais bénéficie de moyens financiers colossaux, que je vous laisse imaginer. Il ne s'agit pas d'incriminer les États en tant que tels, à savoir l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais les membres les plus puissants de ces États. Aujourd'hui, trop d'informations tue l'information et beaucoup de gens se prononçant sur le sujet manquent évidemment ou visiblement ou à les entendre de ce qui constitue la matière nécessaire qu'il s'agit de maîtriser pour bien comprendre ce phénomène. Le problème, lorsque nous entendons ces experts, c'est qu'il y a tellement d'avis qu'à la fin, on finit par ne plus rien y comprendre. Je sais, pour avoir été membre de cette mouvance il y a près de 20 ans, discerner ceux qui sont dans le vrai et ceux qui essaient de nous endormir, car il s'agit ni plus ni moins de ça. Quand on voit certaines alliances, il s'agit de les résumer avec des formules choc, aussi je vais le dire sans avoir peur de le dire, nous vendons des rafales à des gens qui nous en retournent gratuitement dans nos rues, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais c'est réellement ce qu'il se passe. Donc il faut savoir si nous sommes à la hauteur du modèle républicain, en choisissant clairement qui sont nos ennemis. Pas seulement de circonstances, pas seulement de réel politique, mais sur le fond. Il y a un moment
où, comme le dit le juge Trévidic, et je vais le paraphraser, on ne peut pas condamner le nazisme en invitant Hitler à notre table. On ne peut pas condamner le wahhabisme en sortant le tapis rouge à tous les représentants de ces deux États, qui, encore une fois, ne sont pas en tant que tels les financiers officiels de cette idéologie qui est la base et le socle du terrorisme islamiste, mais les membres les plus puissants de ces deux États. Il faut bien faire le distinguo. Mais pour autant, il s'agit d'être clair vis-à-vis de notre politique extérieure, et ce n'est pas parce que nous sommes de simples citoyens qu'il s'agit de penser que nous ne sommes pas capables d'avoir une vision claire du phénomène. J'espère faire partie de cela, et je pense ne pas être le seul. À partir d'aujourd'hui, il va falloir désigner qui est notre adversaire idéologiquement et le contrer avec des outils idéologiques sans rentrer sur le champ lexical religieux, comme je le disais lors de notre première vidéo. Mais en plus de la désignation de ces ennemis, car je les appelle comme tels, puisqu'ils nous considèrent ainsi, il faut bien comprendre ceci, cette idéologie wahhabite consiste à rendre halal notre sang. C'est une formule choquante, mais c'est la réalité. Mais nous avons aussi des idiots utiles de cette stratégie, qui sont les gens qui vont leur serrer la main, leur faire des bises et tutti quanti. Il s'agit à un moment de leur faire comprendre que nous, citoyens, ne sommes pas dupes de ce qu'est la réelle politique, mais qu'à un moment, à force de faire de la réelle politique, nous n'avons plus de politique du tout. Et pour avoir une politique, il faut avoir une doctrine à laquelle s'accrocher fortement. Cette doctrine à laquelle j'adhère aujourd'hui est celle des droits de l'homme. Tous les hommes, peu importe leur foi, peu importe leur confession, peu importe leur appartenance culturelle, un homme est respectable du fait d'être un être humain. À un moment, il va falloir savoir avec qui nous faisons des alliances. Alors, s'il s'agit de trouver des États alliés dans cette lutte, il y en a foison, notamment dans les pays arabes, et je voudrais citer la Tunisie, qui nous donne un exemple de courage quotidien, car ils sont au milieu de ces gens-là. Il s'agit de désigner également l'Algérie comme allié objectif, même si l'histoire de nos deux pays ressemble à un divorce qui s'est mal passé et qu'on se bat encore pour la garde des enfants. Il y a également le Liban, la Jordanie, qui sont des alliés objectifs et qui connaissent le sujet sur le bout des doigts pour soit avoir résolu le problème, soit être en passe de l'être. Il faut donc que nous réalignions nos alliances avec ceux qui sont réellement nos alliés sur le fond comme sur la forme. Et en aucun cas, je le précise, ça ne peut être des États monarchiques, réactionnaires, théocratiques, ultralibéraux, qui justifient la lapidation, qui justifient le démembrement d'êtres humains et qui ont le droit d'avoir des esclaves. Car il s'agit bien de cela aujourd'hui. Il y a des pays dans la péninsule arabique où le fait de posséder un esclave n'est pas hors la loi. Il faut être bien clair là-dessus. Donc, encore une fois, je renvoie nos auditeurs, s'il vous plaît, au travail de gens que je viens de citer, à savoir le juge Trévidic, Mathieu Guidère, Rachid Benzine, Alain Bauer, le général Tauzin, et il y en a encore énormément qui ont une vision claire du phénomène. Le problème dans cette histoire, c'est que avoir une vision claire de ceci signifie maîtriser des concepts relativement compliqués, mais qui ne sont pas hors de notre portée, même quand nous ne sommes que de simples citoyens. J'aimerais être bien clair là-dessus. Alors, puisqu'il s'agit de parler de culture, je sais que le mot Jack en anglais signifie pirate. Nous avons un flibustier de la liberté qui a pris la parole pour défendre ceux qui lui donnent un chèque chaque mois. Et il s'agirait, sans le désigner, qu'il apprenne à garder sa langue dans sa poche, à côté du chèque que les chèques vont lui signer. Car il s'agit encore une fois d'arrêter de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, à savoir des imbéciles. Je finirai par notre formule, vive la liberté et à moi la part. Merci citoyens.